Bonsoir à tous, chers supporters. 4 ans. 4 ans que le PSG n'avait plus connu une qualification pour les quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Ça y est, c'est fait. Le PSG a enfin franchi l'obstacle des huitièmes de finale en battant hier soir Dortmund 2-0. Paris verra donc l'écart, mais on ne sait pas trop quand, coronavirus oblige. Avec nous ce soir pour parler de cette victoire, Lionel, soulagé? Ouais, ça va, très bien. Oli, en forme? En forme, soulagé et heureux. Et Drayas? Une petite gueule de bois, mais sinon ça va. Bon, on va entamer tout de suite ce podcast par l'avant-match un peu mouvementé. Déjà, on a pris en début de semaine le huis clos. Comment vous avez pris cette décision? Est-ce que vous avez pris ça comme un désavantage, une injustice ou une normalité? Oli, vas-y, commence. Je ne savais pas trop quoi en penser, moi, personnellement. Déçu, parce que c'est vrai que ça gâche un peu la fête maintenant. Désavantage, peut-être un peu. Il y a toujours cette petite musique, malgré tout, en tête qui dit que les joueurs ont parfois craqué avec le public. Donc, pourquoi pas changer un peu la dynamique s'il n'y en a pas. Et puis, je me suis également dit que ça pouvait handicaper Dortmund, qui, dans un stade qu'ils ne connaissent pas, sans public, aurait peut-être un peu de mal à se mettre dans le match. Et alors, je ne sais pas si ça a joué, mais en tout cas, on discutera du fait qu'ils ne sont jamais vraiment rentrés dans ce match. Arias. Bon, j'en ai pas pensé grand-chose. J'ai trouvé que c'était logique, que c'était prévisible, anticipable. Et après, oui, il y a un petit côté, ils ont leur mur, on n'a pas le nôtre. Mais je trouve qu'Oli a tout dit, en fait. Et Daniel, tu veux rajouter quelque chose? Moi, ça m'a juste un peu emmerdé personnellement parce que je suis abonné, mais après... Égoïste. T'étais pas autour du stade? Non, mais j'habite très loin de Paris, donc non. Mais tu voulais revendre ta place? Mais je l'avais déjà vendu, surtout. Ça fait un peu moins de sous ce mois-ci dans ta poche. Alors, on continue par cet avant-match mouvementé. On a cru au retour de Silva, qui a été dans toutes les mises en place titulaires. Comment vous aviez pris cette info? Donc Silva qui devait être titulaire. Et puis finalement, qui est sur le banc, Drayas. Alors, il y a deux choses. Il y a Silva qui pouvait être titulaire et finalement sur le banc. Pour moi, c'est vraiment deux sujets différents. Le premier, c'était un merde. Un merde, Silva va être titulaire, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? On a besoin d'autre chose, surtout au-delà du fait de aimer ou pas aimer le jeu de Thiago Silva, on a un Thiago Silva qui a 35 ans et qui, sur ses blessures, avait beaucoup de mal à revenir à son meilleur niveau. Et c'est ce qu'il nous avait montré récemment. Donc l'idée de le revoir, alors déjà, moi, j'aime pas son jeu, mais au-delà de pas aimer son jeu, le voir pas bon sur ses points forts, je trouvais que ça faisait beaucoup. Et après, il y a cette espèce de situation étrange, une conversation qui semble avoir fuité. Je ne sais pas trop quoi en penser, ou tu as l'impression que c'est... je ne sais pas si c'est le coach qui choisit, c'est le coach qui ne choisit pas, c'est Silva qui aurait dit... Enfin, c'est encore le brouhaha au niveau de la relation entre les joueurs et le coach, de la prétendue autorité ou prétendu manque d'autorité de Thomas Tuchel. Ça introduit, ça poursuit le flou qu'il y a sur cette problématique-là. Lionel, tu nous avais annoncé au dernier podcast, tu pensais que Tuchel blufferait justement avec Silva jusqu'au dernier moment pour pas le brusquer. Tu penses que c'était ça? Après, les infos qui sortent ne vont pas en ce sens. Je pense que Tuchel visiblement voulait vraiment l'utiliser jusqu'au bout. Moi, au début, j'ai pensé à un bluff. Donc après... Le problème, c'est qu'avec les infos, on ne peut jamais savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, qui a vraiment fait le choix, qui a pris la décision. Mais dans tous les cas, je pense que ça aurait été une erreur d'aligner un joueur qui n'a pas de rythme, et en plus à son âge. On se rend compte que c'est beaucoup plus difficile de reprendre du rythme et de retourner à la compétition. Donc, Et toi, Oli, est-ce que tu as pris l'absence de Silva comme une bonne nouvelle au final? Plutôt parce que je voyais pas comment il allait pouvoir être à 100% pour ce match-là, surtout vu les retours de blessures qu'il a fait. Après, ce qui s'est passé vraiment, c'est dur à savoir parce que l'argument de il voulait faire absolument jouer et puis finalement il y a eu une conversation, pourquoi pas? Sauf que c'est pas du tout cohérent avec ce qui s'est passé avec Kurzawa puisque Tuchel a semble-t-il fait les mêmes mises en place avec Kurzawa tout le temps. Et finalement, lui qui n'était pas blessé ou qui n'avait pas de problème musculaire, il s'est retrouvé brusquement sur le banc au profit de Bernat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Effectivement, il semblerait qu'il y ait eu une discussion. Après, moi, je ne trouve pas ça non plus surprenant qu'un coach discute avec son joueur blessé pour savoir comment il se sent. Maintenant, je suis relativement satisfait du fait qu'il n'ait pas été aligné parce que, voilà, déjà que ça aurait pu prêter à débat si ça avait été un Silva à 100%. Un Silva à 60% face à Haaland, face à Sancho.
c'était pas la peine. Ouais, on parlera du match de la charnière tout à l'heure. Et donc, troisième fait, Mbappé qui se chope une angine, qui fait même un test du coronavirus négatif. Est-ce qu'à ce moment-là, vous dites que Paris est maudit, Lionel? Oui, c'est évident. Surtout que c'est le joueur qui était le plus en forme sur les 3 dernières semaines. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, bon, bah, il y a tout contre nous. Donc, après, bon, la fin et l'happy ending, c'est un happy ending, mais après, on est un peu stressé quand on a ce genre d'infos. Oli, toi, tu le prends comment cette info quand elle sort? Ouais, ça fait beaucoup dans la semaine quand même, hein. Le huis clos plus Mbappé, tu te dis quand même on n'est pas verni. Après, voilà, tu te dis aussi que tu peux faire quelque chose de différent, et on évoquera un peu la manière dont on a joué, mais voilà, pour moi, il y a eu un choix alternatif qui a été fait et qui a plutôt pas trop mal fonctionné dans le résultat au moins. Donc, très honnêtement, j'ai eu ce match-là, je l'ai abordé un peu résigné dans le sens où le huis clos, plus Mbappé pas là, plus un contexte un peu bizarre, j'ai pas trop su comment me situer. Donc, j'ai un peu subi le match jusqu'au début, jusqu'au coup d'envoi, et puis voilà, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Andreas, C'était quoi la question de... Mbappé malade à ce moment-là. Ouais, c'est juste le troll, quoi. Bon, bah, ouais, bon, bah, c'est pas possible. C'est Paris. Il y a la version où Paris, mentalement, est pas au niveau. Et il y a aussi la version à Paris à la Shkumun. Et ça semblait se vérifier encore une fois. Après, moi, j'étais surtout, franchement, j'étais plus perturbé que par la présence ou l'absence de Mbappé, même si, comme Lionel l'a rappelé, Mbappé était vraiment le joueur le plus en forme. J'étais perturbé par la présence ou l'absence de Thiago Silva et c'est ça qui occupait mon esprit. Ok, bon, on va passer maintenant au match. Je vais vous poser la question est-ce que Paris a joué comme un vrai collectif et est-ce que le niveau de jeu affiché pour vous est suffisant pour faire de Paris un des favoris de cette compétition? Oli? Alors, jouer comme une équipe, oui, dans le sens cohésion. Après, c'est sûr que si, quand on dit jouer comme une équipe, c'est jouer comme le Barça de Guardiola, non, bien évidemment. Mais au niveau de la cohésion d'équipe, par contre, je pense qu'on a quand même clairement vu quelque chose. Les efforts ont tous été faits par tous les joueurs. Même si Neymar était pas au top, on l'a vu, parfois il sacrifiait même son intensité offensive au profit d'une intensité défensive. Par moment, il faisait des replis et après, il n'arrivait plus à proposer quelque chose en attaque. Maintenant, pour moi, pour la question du favori, pas beaucoup plus. Alors certes, je pense que mentalement, on a franchi une étape qu'il fallait franchir. Maintenant, c'est une victoire qu'on a obtenue sans beaucoup de cadres, lesquels vont revenir, lesquels vont pas revenir, des joueurs hors de forme. On n'est pas beaucoup plus avancé sur le jeu du PSG après ce match-là. Par contre, je pense qu'on est quand même un peu plus avancé sur la capacité des joueurs à se transcender un peu pour les grosses occasions. Donc rien que ça, c'est encourageant. Rayas, ton avis sur la performance collective du PSG? Ouais, je vais d'abord réagir à ce que dit Lionel. Oli, pardon. Oui, mais ça va arriver pendant 1 heure encore. C'est l'année dernière, on avait eu un peu le même schéma à Liverpool. On avait eu une équipe qui se battait. Ouais, c'était un match de poule, mais on avait eu les mêmes réflexions, à savoir qu'on avait trouvé une cohérence d'équipe, une cohérence tactique. Et ce que nous a montré la saison dernière, c'est que non, on est Paris et ces choses-là ne sont pas toujours acquises. Alors après, c'était en poule. Et après, les phases finales, c'est quand même notre problème, nous, depuis un moment, c'était quand même dans les. Je me souviens aussi des réflexions qu'on faisait après le match de Liverpool, ou en tout cas, moi, je me souviens de ce que j'étais en train de me dire, qu'enfin on avait un collectif, qu'enfin, etc., qu'il y avait un cap qui avait été franchi. Alors, moi, j'appelais ça le cap sans ballon, il nous restait le ballon, mais que ça y est, on avait des certitudes. On savait subir en bloc. Et pareil, il y a eu un moment cette année, quand il y a eu le 4-4-2, où les offensifs faisaient des efforts, on s'est dit la même chose, et ça nous a pas empêché de nous réécrouler après. Et donc, je ne prendrais pas le fait de l'avoir fait pour quelque chose d'acquis, parce que malheureusement, je ne sais pas ce que j'ai vu dans le passé. Après, sur le fait de jouer en bloc, il y a eu quelque chose d'admirable, de jouer en équipe. Il y a quelque chose d'admirable, c'est le fait d'être en huis clos et d'entendre Marquinhos. Il y a eu une véritable volonté de jouer en bloc.
que les joueurs fassent les efforts les uns pour les autres, mais surtout de jamais se déstructurer. Et on a vu tout simplement des lignes qui étaient rapprochées. On était tous en train de pleurer, en train de troller avant le début du match. Ah, bah, c'est bon, on va se retrouver en 8+2 ou je sais plus quoi. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et notamment, il y a un impact. Alors, je sais que j'anticipe un petit peu, mais je parle juste de la dimension. Je parle pas de la prestation, je parle juste de la dimension. On s'est retrouvé avec enfin un capitaine qui replaçait les joueurs, qui était dans le sens du collectif, dans le sens du match, plutôt que d'être dans le sens de sa logique propre, ce qui malheureusement était le cas avec Thiago Silva. Lionel, Je veux bien la question à nouveau. est-ce que ton avis tout simplement sur la performance collective du PSG hier soir? Bah, écoute, après, on a vu, je pense qu'il faut contextualiser les choses. On a vu deux équipes qui ont essayé, entre guillemets, de gérer. C'est-à-dire que Dortmund démarre le match en étant qualifié, donc ils n'avaient pas d'intérêt à partir à l'assaut. Et le Paris Saint-Germain, pareil, il valait mieux éviter de prendre un but. Donc je pense que ça a donné un match assez fermé, assez tactique, où voilà, le Paris Saint-Germain a pris son temps, construit, et, sans se jeter à l'avance, sachant qu'un but nous permettait déjà d'être en position de qualifier. Et donc, je trouve que collectivement, on a fait un bon match. C'est pas une performance de patron, une performance où on peut se dire, oh, oui, on est favori maintenant. Mais on a été cohérent, on a bien travaillé ensemble. Et il faut prendre aussi en compte le fait que je trouve qu'on avait quand même pas mal de joueurs qui n'étaient pas dans leur forme optimale. Même quand on voit Neymar, tout le match, on sent qu'il a été gêné déjà par son épaule et que physiquement, il n'était pas à 100%. Mais dans l'ensemble, on peut être content des attitudes. Après, le problème avec le Paris Saint-Germain, comme a dit Drees, c'est cette capacité à répéter ce genre de performance dans le temps. Ouais. Un petit mot sur la performance de Dortmund. Est-ce que c'est Paris qui les a vraiment gênés ou alors Dortmund a raté son match selon vous, Oli? Je pense que c'est les deux. Alors, Lionel a dit un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que Dortmund n'a pas voulu partir à l'attaque. Mon problème, c'est qu'ils savent faire que ça. Ouais. Donc, gérer, c'est impossible pour eux. Donc, si c'est vraiment un choix conscient qu'ils ont fait, c'était la plus grosse des erreurs dans la planification du match. Maintenant, nous, avec la composition qu'on avait, et on a discuté sur Discord avec certains, pour moi, le seul plan de jeu, c'était les prendre haut, les empêcher de relancer, parce qu'on sait que Piszczek et Zagadou, c'est pas terrible du tout à leur lance, et ça c'est quand même clairement vérifié. Hakimi et Guerreiro sont pas habitués à repartir d'en bas, donc notre chance c'était de faire ça, de les prendre assez haut, les gêner à la relance et éviter que leur équipe se lance. Et on a quand même très bien réussi à le faire, pour diverses raisons, je pense qu'on détaillera un peu plus tard. Et donc là-dessus, le plan de jeu, au moins défensif, pour moi, a été très réussi, parce qu'on a vraiment empêché cette équipe de Dortmund de se mettre en mouvement. Et ça, quand on a réussi ça contre Dortmund, on a réussi les deux tiers du chemin. Ouais, un gros travail notamment pour bloquer Sancho et les ailes. On sait peu de débordements. Andreas, toi, ton avis sur le jeu de Dortmund? Pour aller dans le sens de ce que dit Oli, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est pourquoi titulariser Hazard et se priver de Brandt, alors que justement le point faible identifié au Paris Saint-Germain, et notamment qu'ils avaient pu identifier sur les matchs précédents et le match aller, c'était le milieu de terrain, et renforcer le milieu avec un élément comme ça qui se place entre les lignes. Et clairement, ça semble dire qu'ils ont joué un petit peu contre nature. Et après, leur performance en tant que telle, je pense que les deux s'expliquent par les deux. C'est à la fois Paris qui a vraiment bien quadrillé le terrain et Dortmund qui allait au combat d'une manière étrange. Mais en fait, Dortmund, Hazard, il jouait lié, hein. Il jouait pas milieu. Hein. Oui, mais Brandt, si tu veux. Il aurait joué plus dans le cœur du jeu, c'est ce que tu veux dire. Brandt a un positionnement 8-10 et il aurait beaucoup plus été dans une zone où justement il aurait pu après distribuer sur les ailes plutôt que de se bloquer sur les ailes avec un Hazard. Ouais, Brandt a joué combien de matchs depuis le dernier mois? Il est forfait. On avait joué un titulaire entier. Voilà, il en a joué un titulaire entier juste avant, justement. Il n'a pas été bon. Mais il était en train de retour de blessure et. Il est revenu assez vite de blessure finalement, plus que prévu. Après, Faf se dit peut-être il met exactement la même compo qu'à l'aller. Mais après, oui, si tu mets la même compo, déjà en face, Paris avait changé 5 joueurs par rapport plus ou moins contraint et forcé, mais avait changé 5 joueurs par rapport au match aller. Et comme l'a dit Oli, tu mets le même 11, mais tu viens pas avec le même plan de jeu qu'à l'aller. Donc après, on sait pas exactement quel était le plan. Lionel, toi, donc du coup, t'en avais un peu parlé de Dortmund. Tu penses qu'ils ont géré, ouais.
c'est pas qu'ils ont géré, mais je pense que c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans l'obligation de sortir. Et puis, qu'on le veuille ou non, le Paris Saint-Germain, c'est un club qui, quand tu leur laisses de l'espace, des joueurs comme Di Maria, Neymar, même Cavani, ce sont des joueurs qui bouffent bien l'espace. Donc, je pense que Dortmund n'a pas voulu sortir parce qu'à 1-0, ils étaient éliminés. Donc, c'était plutôt à Paris de faire le jeu. Et je pense que Paris aussi, et qu'on s'est retrouvé avec deux équipes qui n'ont pas voulu partir à l'assaut et ça a donné ce match-là. Après, Dortmund n'a pas su changer de rythme, mis à part les 15 dernières minutes où ils ont poussé. Avec le Brandt notamment. Oui, mais, Ça peut être dangereux, ouais. mais je pense que ça a été aussi dû au fait que Paris a accepté de reculer et pour essayer de libérer l'espace pour Mbappé. Malheureusement, je pense que son engine ne l'a pas mis dans une configuration physique qui est capable de bouffer l'espace, parce qu'on n'a jamais pu le trouver en situation de partir en contre-attaque. Pour rebondir sur ce que dit Lionel, c'est vrai que, et s'il a vraiment fait ça, c'est une énorme connerie. C'est vrai que Favre, avant le match, parlait du fait qu'il allait falloir beaucoup défendre. Alors, je n'accorde pas beaucoup d'importance au déclat d'avant-match, mais s'il a vraiment voulu aller au parc en disant on va commencer par défendre, laisser Paris faire le jeu, quand tu as une équipe comme Dortmund, tu n'as juste rien compris à tes joueurs. Et bon, je doute un peu quand même que Favre n'ait rien compris, mais c'est vrai que c'est très surprenant. J'avais lu un article avant le match aller en Allemagne sur Dortmund où ils expliquaient les dernières défaites, notamment contre Munich, où ils s'étaient pris une grosse branlée, et en Ligue des Champions, je ne sais pas si c'était contre l'Inter ou un des deux matchs avec le Barça, où ils critiquaient Favre justement sur les faits quand il avait voulu jouer pour défendre, ça n'avait jamais marché. Et il a tendance à le faire dans les grosses affiches apparemment à Dortmund. C'est pas malin, de toute évidence. Est-ce que pour vous, Paris a trop reculé en fin de match ou c'était normal, Drayas? C'était normal, tu n'as plus le droit de te prendre un but. Surtout que tu offrais une prestation collective qui était cohérente, tu offrais un véritable bloc où tu arrivais vraiment à bloquer les ailes, tu arrivais à les empêcher d'être dangereux et se créer des vraies situations. Donc à ce moment-là, il n'y a pas vraiment sens de prendre un but, surtout que tu fais rentrer Kylian Mbappé pour essayer de profiter d'un contre. Et je pense que c'était la bonne tactique à adopter à ce moment-là par rapport au scénario du match. Vous pensez la même chose, Olivier Lionel? Oui, je pense que de toute façon, on le voit régulièrement, une équipe qui recule comme ça. À partir du moment où c'est maîtrisé, je pense que hier c'était quand même assez maîtrisé, c'est pas gênant en soi, je pense. Ok, Olivier ici. Moi, je suis pas trop d'accord. Alors, reculer en fin de match, ça me dérange pas du tout. Toutes les équipes, même les meilleures, quand elles mènent au score et Claude pousse, elles reculent et jouent bloc bas. Okay, j'ai vu des Liverpool le faire, le Real, le Barça, tout le monde le fait, c'est pas grave. Ce qui me dérange, c'est qu'on ait commencé à faire ça une demi-heure avant la fin, pas 10 minutes. Et j'ai trouvé ça très tôt. D'ailleurs, Tourelle a gueulé, Marquis a gueulé, et ils ont essayé de faire remonter le bloc. Je pense pas qu'à la 70e minute ou à la 65e, c'était prévu de défendre si bas que ça. Maintenant, ils ont bien réussi à le faire, donc tant mieux. Mais moi, ça m'a quand même un petit peu dérangé. On n'arrivait pas vraiment à ressortir le ballon, on n'arrivait pas à le tenir. Je pense pas du tout que c'était volontaire de le faire si tôt. À la fin du match, c'est vrai que beaucoup ont dit oui, Paris est retombé dans ses travers les 15 dernières minutes, ils ont perdu un peu le fil. C'est le cas de toutes les équipes. L'équipe en face, elle veut gagner, pousser. Toi, tu veux pas prendre de but. Ça me dérange pas qu'on recule. Mais je trouve juste qu'on l'a fait trop tôt et à mon avis, c'était pas volontaire. Après, je pense que c'est aussi dépendant de l'état de forme de certains joueurs. Comme je l'ai dit, je pense Bien sûr. On l'a vu avec Neymar, qui reste quand même notre playmaker. Et à partir du moment où tu vois que c'était soit tu le retires, mais je pense que c'est quand même un joueur qui apporte une certaine confiance. Même s'il n'est pas à 100%, il apporte de la confiance à ses coéquipiers. Et on voyait bien que même quand il partait en contre-attaque, il n'avait pas les jambes et tout. Donc je pense que naturellement, ça a obligé le club à avoir un bloc bas pour essayer, parce qu'on est quand même assez bon pour ça, de conserver le ballon dans les petits espaces et faciliter des joueurs comme il s'appelle, Paredes, qui n'aime pas non plus aller chercher le ballon très haut, Neymar qui n'aime pas forcément les cannes pour pouvoir partir sur 40 mètres, revenir ou quoi que ce soit. Donc je pense que même si je suis d'accord avec toi, on l'a commencé tôt, je pense que c'était entre guillemets assumé par rapport à l'état de forme du groupe dans sa globalité. Et je vais juste rebondir, quelque part, tu as raison, Oli, mais on peut aussi avoir une lecture positive de l'événement dans le sens où quand on était plus au milieu de terrain ou quand on était plus derrière, dans les deux cas, on était en bloc. Et ça, c'était nouveau. Et ça, mais c'est pas indissociable. On peut très bien subir, mais tout en restant en bloc. On l'a très bien. J'ai entendu. Mais c'est que même en subissant, on était vraiment en bloc. Il n'y avait pas, cette désunion à laquelle on est habitué et
Je suis d'accord avec la sévérité de ton regard, mais je dis juste que dans cette sévérité, il y a quand même un côté très positif. Après, où je suis d'accord avec Oli, c'est que si tu fais ça contre une équipe qui est d'un pedigree un peu plus haut, ça peut très vite être très dangereux. T'as pas la même première mi-temps. Déjà, mais si tu te trouves dans une situation de gérer... Bien sûr, mais en soi, je suis d'accord. Je regardais juste le côté positif. On va passer à Tourelle. Est-ce qu'il a regagné du crédit? Je ne parle pas auprès du club, mais auprès de vous. Donc on va commencer par du moins au plus sévère. Oli qui était peut-être le moins sévère sur Tourelle. Ton avis sur Tourelle après ce match? Bah, le moins sévère, je l'ai quand même pas. Un peu sévère, mais le moins. Ouais, c'est vrai. Du crédit, ça coupe peut-être un peu court à certaines rumeurs comme quoi il aurait perdu absolument tous les joueurs du vestiaire. Moi, ça me gonfle un peu le coup de il a perdu machin, il a perdu X, il a perdu Y, personne l'écoute. Le fait est que hier, il y a eu un plan cohérent, pas forcément beau à voir, mais qui était cohérent avec les joueurs qui étaient sur le terrain. Les joueurs ont été rigoureux. Alors, quelle est la part du coach, quelle est la part de la décision individuelle des joueurs de respecter le plan? J'en sais rien. Mais il y a eu un plan qui a été exécuté et qui a fonctionné. Il n'a pas énormément de crédit à mes yeux et je pense que voilà, on est tous d'accord pour dire que sauf miracle ancien, il ne sera plus l'année prochaine. Mais disons que je ne vais pas passer mon temps à dire Tourelle out jusqu'à la fin de la saison. Lionel, toi qui étais en train de lâcher Tourelle complètement après le match aller, est-ce qu'il a un peu regagné de crédit à tes yeux? C'est la même ligne que Colli, c'est que je pense que de toute façon, c'est pas un top coach, mais je pense que c'est quelqu'un d'assez intelligent. Alors après, quand on est dans l'émotion, un peu comme nous en tant que supporters, on a tendance à peut-être aller un peu plus loin dans nos pensées. Avec le recul, on se rend compte qu'au match aller, on avait une équipe qui était physiquement à la rue, dû à pas mal de retours de blessures ou quoi que ce soit. Donc on peut quand même peut-être dire qu'il a bien lu le match aller-retour, c'est-à-dire qu'il a bien géré, c'est-à-dire aller à Dortmund et ne pas revenir avec une valise pour pouvoir au match retour à domicile aller chercher la qualification. Donc on peut lui accorder d'avoir bien su gérer cette double confrontation. Après, est-ce qu'il a lâché son vestiaire? Est-ce que le vestiaire a lâché ou pas? Je pense que le vestiaire du Paris Saint-Germain fait bloc entre eux. Et quel que soit le coach qu'ils ont aujourd'hui, leur seule ambition est avant tout de vivre quelque chose de fort cette saison. Et je pense que c'est surtout sur ce point qu'il faudra s'appuyer pour voir comment le Paris Saint-Germain va finir cette saison. C'est-à-dire que je pense que les joueurs ont envie d'aller remporter quelque chose en dépit du coach qui est en place. Ouais, l'argument du match aller géré peut se tenir, mais c'est faut quand même pas oublier, je trouve que si Dortmund joue mieux le dernier geste ce soir-là, on peut repartir avec une défaite 3-1 voire 4-1 sans qu'il y ait grand-chose à redire. Et là, ça n'aurait pas été la même chose. Drayas, Tourelle, est-ce que tu as gagné un peu d'empathie avec lui ou pas du tout? De l'empathie, non, inévitablement du crédit, il en a un petit peu par l'effet du match, mais il y a plusieurs choses. Il y a déjà est-ce que Lionel a raison et est-ce que Silva c'est un bluff? Si c'est le cas, bravo. Mais si c'est pas le cas, c'est pareil quand Oli dit qu'il n'a pas envie de rentrer dans les histoires il a perdu l'autorité. Il y a un moment où il n'y a pas de fumée sans feu quand ça vient de tellement de sources différentes, de tirs groupés différents, etc. Il y a forcément une part de réalité où alors c'est pas forcément une perte d'autorité, mais une perte de la connexion entre le coach et les joueurs. On peut voir notamment l'évolution entre l'année précédente et cette année, où l'année précédente c'était une caloninothérapie à fond pendant les 6 premiers mois, où dès qu'un de ses joueurs passait à côté de lui, il mettait une main en fesse quasiment, pour résumer. Et ce contact-là a complètement disparu. Alors, soit c'est parce que Tourelle s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas jouer à Miami et qu'il a complètement cassé ça, mais ce n'est pas ce qui ressort et ce n'est pas ce qui apparaît. Et ce qui apparaît plus, c'est il y a une connexion, en tout cas, qui n'est plus la même avec les joueurs, et ça clairement. Ensuite de ça, hier, il faut vraiment... Enfin, moi, j'ai vraiment envie de mettre un accent dessus et entendre Marquis gueuler comme il le faisait. Il replaçait les joueurs, il haranguait,
c'est l'importance d'avoir un capitaine dans une équipe. Alors, en fait, c'est impossible de déterminer quelle est la part de Tourelle, notamment à cause de cette peur de Silva, ou quelle est la part de tout à coup les joueurs qui se sont dit non, ça va pas nous arriver. Mais il y a sans doute un petit peu des deux. Donc Tourelle a inévitablement regagné un peu de crédit. Mais encore une fois, on n'a pas encore parlé du jeu avec ballon, mais le jeu avec ballon était très difficile hier soir. Le jeu sans ballon était une victoire, mais c'est une victoire qu'on a déjà eue avec Thomas Tuchel. Et il y a vraiment eu des choix forts de joueurs qui s'expliquent malheureusement plus par des blessures que par des choix, et qui changent forcément la grille de lecture. Ok, bon, on va passer aux individualités. On va commencer par la défense centrale. Sûrement le point le plus fort hier, le duo Marquinhos, Kimpembe, ce duo sans Silva, Drayas. Ton avis sur cette charnière? Je vais commencer par Kim parce qu'on m'a montré une image de la heatmap de Kimpembe hier, et au début je comprenais pas pourquoi cette image était si intéressante et elle était tellement mise en avant. C'est juste que j'avais pas compris en fait que le point rouge, enfin le gros de la présence était du côté, le gros de la présence de Kimpembe était du côté du terrain de Dortmund, et voilà, cette charnière a été dantesque. Je trouve qu'au niveau de l'état d'esprit, Marquinhos a fait une performance hors pair, et au niveau footballistique, Kimpembe, deux légères erreurs et encore, il a mis Haaland dans sa poche arrière, il est parti avec. Quand tu vois Kimpembe en train de relancer, d'apporter un surnombre au milieu qui a complètement rassuré le milieu a pu. On n'a pas eu ces trous. Quelle est la part de Gay qui s'est moins déplacé, ou quelle est la part du fait d'avoir des centraux qui tout à coup apportaient des solutions au milieu, apportaient un surnombre au milieu, qui s'assuraient en permanence que le bloc reste uni. Quand les joueurs montaient, les centraux montaient, il n'y avait jamais plus de... Je sais pas si à un moment il y a plus de 5 mètres entre Paredes et les centraux en termes de distance. Performance XXL des deux, pour deux raisons différentes, parce qu'il y en a un qui a sorti Kimpembe, il était capable des fois de sortir des matchs comme ça qui sont extraordinaires, et performance XXL de Marquinhos en tant que capitaine qui a été juste parfait. Lionel? Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Je pense qu'on a tous vu, ils ont été très très bons. Et ça confirme un peu ce que j'avais, ma pensée, ce que j'avais dit un peu au début, où je pense que la saison prochaine, je ne suis pas sûr que pour le Paris Saint-Germain, la priorité, ce sera de recruter un défenseur central. Oui, c'est vrai qu'on avait parlé plusieurs fois. Oli? Globalement d'accord avec ce qui a été dit avant. Moi, la hitmap, j'ai pas vu la même pour Kimpembe, mais on s'en fout à la rigueur, c'est pas très, très grave. Je l'ai vu placer normalement, pas normalement, mais assez haut, mais malgré tout dans notre camp. Mais ça ne change absolument rien à sa prestation qui a été exceptionnelle. On va tous revoir, et on a tous vu en boucle le tacle qu'il fait pour enlever le ballon du pied d'Haaland, alors que c'était un but quasiment tout. C'était à 0-0, ouais. Ouais, c'était à 0-0. Haaland n'avait plus qu'à la poussée du plat du pied. Il était en entrée de surface, donc ça avait quand même de fortes chances de rentrer. Ces feintes de corps qui, moi, m'horripilent régulièrement, étaient beaucoup plus fines que d'habitude. J'ai trouvé, c'était pas balourd, c'était très subtil sur les appuis. Il a enroulé 2 ou 3 fois Haaland là-dessus en percutant. C'est toujours un petit peu dommage, par contre, qu'il a un peu de mal parfois à faire la bonne passe, mais malgré tout, il a fait des bons choix. Non, il a fait une erreur un tout petit peu dangereuse, mais par rapport à ce qu'il a apporté, c'est vrai que c'est toujours c'est moindre, quoi. Donc il aura encore des choses à corriger, il faut qu'il continue. Il a toujours un peu de mal quand il est sous pression, il a tendance à s'enfermer sur un côté, à balancer un grand ballon devant, mais à la rigueur, je préfère qu'il balance que de tenter une passe trop risquée. Mais voilà, Kimpembe, excellent. Marquinhos, pareil, très bon. J'ai pas grand-chose à rajouter sur leur performance. C'est vraiment une très très belle perte de la charnière. Je peux réagir c'est juste sur le fait que Kim balançait. Ça lui arrive, c'est vrai, mais ça lui arrive aussi de faire des passes de 35 mètres laser plein axe qui arrivent très très souvent à destination, et il en a raté très très peu hier. Il en a raté très très peu, donc moi je l'ai trouvé très bon avec ballon, Kim. Ouais, au-delà des relances, c'est ses montées balle au pied dans l'espace, entre deux joueurs adverses, il a fait les deux, et il a fait vraiment des très très belles passes. Dans l'orientation du jeu. Non, mais hier, il était très juste, je suis tout à fait d'accord. Je parlais plus en règle générale, mais oui, non, hier, il était très juste quasiment dans tout ce qu'il a.
Ok, bon, on va passer aux latéraux. La doublette de latéraux qui était complètement différente du match aller. C'était Bernat et Kehrer hier. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur prestation, Lionel? Kerrer, surtout, je trouve, était bon défensivement. Après, offensivement, il n'a pas apporté grand-chose, mais défensivement, je trouvais qu'il était très bon. Et le fait d'avoir Kerrer qui est plutôt un défenseur central a permis en fait à Bernat d'être un peu plus offensif. Alors en première mi-temps, surtout, on avait un peu plus monté. Après en seconde mi-temps, c'était un peu ça s'est moins vu. Mais je les ai trouvés très bons. Enfin, je les ai trouvés bons. Bernat meilleur que Kerrer. Kerrer avait un peu plus de difficultés dans l'utilisation du ballon. Mais dans l'ensemble, j'ai été satisfait de leur prestation. Oui. Oui, effectivement, deux performances très différentes. Moi, j'aimerais quand même tirer un petit coup de chapeau à Kerrer parce qu'effectivement, offensivement, il n'a rien apporté. À part une belle image de quand Kurzawa rentre, lui rentrer dedans. Enfin, les deux sont rentrés dedans pour discuter un ballon. Ça m'a beaucoup fait rire, surtout après le match, parce que pendant le match, bon, c'était moins drôle. Donc, malgré tout, Kerrer, défensivement, il a réussi à éteindre avec l'aide de Gay le joueur de Dortmund qui marche sur l'eau depuis le début de saison et encore plus ces dernières semaines, c'est-à-dire Sancho. Moi, j'ai vu le dernier match de Dortmund et ceux d'avant. Dortmund, il ne se passe pas grand-chose jusqu'au moment où Sancho rentre sur le terrain et là, il dynamite tout et c'est lui qui est le détonateur. Et ben Sancho, on l'a quasiment pas vu. Donc, même s'il n'a pas apporté grand-chose offensivement, le simple fait pour moi d'avoir réussi à museler Sancho, c'est déjà un bel accomplissement. Bernat, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui qui arrive à marquer dans bon nombre de gros matchs de Ligue des Champions. Sur ces Euh, 5, 4 en Ligue des Champions. Ouais, non, mais de ce côté-là, c'est hallucinant. Moi, il y a un truc qui me pose problème chez lui, mais bon, j'ai pas envie de teinter sa performance, mais c'est que je rêve de le voir percuter. Je comprends pas pourquoi il percute pas. Il fait 10 mètres avec le ballon et dès que ça se referme un peu, plutôt que d'essayer soit de rentrer dans le cœur du jeu, soit de prendre le côté, il s'arrête. Et ça, pour les latéraux, moi qui suis très sensible au jeu des latéraux et qui me délecte en voyant les latéraux, les rares latéraux top qu'on a à l'heure actuelle, à savoir avant tout les latéraux de Dortmund qui arrivent à te prendre le couloir et à t'emmener toute l'équipe et à pallier les carences parfois des milieux de terrain pour remonter la balle. Bah, lui, il le fait pas et malgré tout, ça me dérange un peu. Mais bon, ceci étant dit, on peut aux deux leur tirer dans des compartiments du jeu très différents un petit coup de chapeau parce qu'ils ont quand même fait leur boulot. Ouais, Drayas. Bernat, tout a été dit, je pense, par Oli notamment. On peut noter peut-être une petite baisse de rythme enfin, mais qui était logique par rapport à ses récentes titularisations, ses récentes blessures, etc. Pour Kerrer, je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas passer sous silence. Je crois qu'il en fait 3 des passes qui sont directement en touche, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a rendu une prestation défensive très très bonne. C'est vrai qu'il a permis à Bernat de plus se monter, de plus offrir des solutions. Mais il y a un moment où il faut pas, les passes de base, tu peux pas les rater. Et quand tu les rates, tu es obligé de le noter. Donc, Kerrer, Vaut mieux qu'elle soit en touche qu'à l'adversaire. hein. Oui, mais faire une passe directement en touche parce que tu te plantes de 10 degrés, c'est quand même, ça se note, quoi. C'est pas rien. Non. Donc, prestation très très bonne défensivement, prestation avec le ballon très très discutable. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec Drayas sur Kerrer. Après, Kerrer a apporté, notamment dans les duels aériens, les coups de pied arrêtés, ce que Silva a fait. Et quand Silva n'était pas là, Kerrer a été très très bon dans tous ces duels aériens. Non, prestation défensive, il n'y a rien à redire. Hein. Et là-dessus, qu'est-ce qu'il est fort, Kerrer, de la tête, ouais. C'est vraiment son gros point fort. Ouais, il est toujours bien placé, et il les gagne tous. Et Bernat, ça me fait plaisir de revoir enfin des joueurs qui font leur meilleure performance dans les gros matchs, en étant peut-être plus effacés dans les petits matchs. C'est plutôt le contraire. Il y a une époque où on avait des Lavezzi, Pastore, Van der Wiel qui sortaient leur grosse perte dans les gros matchs et ça manquait. Et Bernat le fait. On va passer maintenant au milieu qu'on craignait beaucoup, ce duo Paredes-Gay qui nous avait pas rassuré dans les 2 matchs qu'ils avaient pu jouer. C'était à Lorient en coupe et le dernier à Lyon, où ils nous avaient fait peur. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce duo individuellement et collectivement parlant, Drayas? C'est difficile. Alors, j'ai pas assez revu le match pour vraiment parler, mais c'est difficile de mesurer l'impact qu'a le fait d'avoir une charnière qui est cohérente et qui offre pas qui offre pas un trou entre le milieu bas et la charnière et notamment l'apport du surnombre.
Après, les deux ont été bons dans des registres différents. Gay a sans doute été un peu meilleur dans la récupération. Paredes a été bon dans la niaque. Aucun des deux n'a fait un match parfait, mais aucun des deux n'a coûté à l'équipe. Je pense qu'il faudrait vraiment que je revoie le match en me focalisant pour eux pour pouvoir en dire plus, dans le sens où ils ont été bons dans leur qualité, sans être extraordinaires, mais à aucun moment ils coûtent à l'équipe, et même à l'arrivée, ils apportent plus à l'équipe qu'il leur coûte quoi que ce soit. Et en termes de duo, ensemble? En termes de duo, est-ce qu'on les a vus vraiment dans la même zone? Pas vraiment, mais c'est là où l'impact de la charnière qui est proche est tellement énorme, où le milieu qui est d'habitude, qui est normalement Paredes, dans cette configuration, ce qu'on voyait en général, c'était Gay qui courait un peu partout, mais là il avait moins besoin de courir partout parce qu'on était plus en bloc, donc il s'éloignait moins. Et ce qu'on avait, c'était un Paredes qui était complètement esselé, avec un trou derrière lui et qui n'arrivait pas à se positionner. Et là, ce qui était autour était complètement différent, et du coup, voilà, c'est très très différent en fait. Oli, on en parlait avant le match, toi, ce duo te faisait très peur. Est-ce qu'il t'a rassuré hier? Forcément, oui. Vu ce que ça avait donné avant, comment ne pas être rassuré par la performance d'hier, par rapport aux catastrophes qu'on a pu voir sur les matchs qu'ils ont pu faire tous les deux. Alors, je vais commencer par la cohésion entre les deux milieux, moi. Bon, il n'y en a pas, faut être honnête, hein, il n'y a pas de cohésion. En tout cas, il n'y a pas de relation entre eux, notamment parce que Gay est quasiment inutile dans la construction du jeu. On le sait. Sauf quand il arrive à récupérer vraiment le ballon en mouvement, d'arriver à percuter un petit peu, c'est pas le mec qui va trouver des décalages. Même s'il a fait quand même 2-3 trucs dans le match. Voilà, il a fait par exemple 2 ouvertures longues qui ont créé un peu de décalage. Il en a tenté 4. J'ai jeté un petit coup d'œil au stade par que je disais tout à l'heure, alors que par exemple Paredes, de manière assez surprenante, a raté les 2 qu'il a tenté. Mais offensivement, il n'y a pas de cohésion entre les deux. Par contre, c'est vrai que dans l'équipe du match, on a eu 2 dynamiques. On a eu une première mi-temps où Paredes a montré dès le début déjà qu'il était dans le match, défensivement, ce qui n'était pas le cas dans des matchs précédents. Et puis un Paredes qui a eu un rôle très important quand même pour tenir le ballon, chose que Gay est incapable de faire. Donc, première mi-temps, où Paredes est plus à l'aise. Et en deuxième mi-temps, là où ça commence à être un peu plus dur, on a vu quand même un Gay très intéressant dans l'aspect défensif. Alors, ça reste que l'aspect défensif, mais pour moi, je trouve que c'est important. Pour continuer un peu sur une stat que j'ai quand même trouvée intéressante, le PSG a fait 20 récupérations de ballon sur les duels offensifs, ce que les anglo-saxons appellent les tackles, qui ne sont pas vraiment les tacles, qui sont des fautes, tu arrives à prendre le ballon adversaire. Sur les 20, il y en a 8 qui ont été faits par Gay. Et il y en a un qui a été fait par Paredes. Ça donne quand même la différence dans l'apport défensif. Donc, c'était pas terrible, les deux, on va pas se mentir. Pas exceptionnel, tout du moins, mais par rapport à ce que j'attendais et sur le match d'hier, on est quand même aussi obligé de leur dire que voilà, ils ont quand même fait le boulot. Lionel? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est que c'est pas vraiment un binôme, c'est-à-dire que chacun a fait son travail, il n'y a pas une véritable relation technique entre les deux, mais dans ce qu'on attend dans leur qualité première, on a pu voir des choses intéressantes, et ça c'était important. Et en seconde mi-temps, je trouvais que le Gay a vraiment monté en puissance, il a vraiment aidé dans l'impact pour récupérer des ballons, et aussi à certains moments, parce qu'on a vu que Di Maria était cuit, que Neymar n'était pas à 100%. Il a su quand même des fois prendre le couloir à droite, à gauche, sortir avec le ballon pour nous faire gagner quelques mètres, même si c'était balle au pied. C'était quand même important, surtout au moment où on était un peu trop bas. Et je trouvais que les deux individuellement ont fait un bon match. Et donc voilà, après, par rapport à tout ce qui a été dit, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je voulais juste rajouter un truc sur la cohésion entre les deux. C'est vrai, mais ça ne gênait pas. Alors, ça ne gênait pas, pourquoi ? Pour moi, pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on jouait en bloc. Et la deuxième, c'est parce que l'adversité était faible par rapport à justement l'exploitation du milieu. Et à l'arrivée,
Là où avant c'était criant et limite insupportable par moment, le fait que ces deux joueurs qui sont pas faits pour jouer ensemble, ça ne coûtait pas cher hier. Ça ne coûtait pas cher et c'est la première fois qu'on voit les deux alignés où ça ne coûte pas cher à la performance de l'équipe. Et ça, c'est à noter quand même. Après, si je peux rajouter une dernière chose, Vas-y. on en avait discuté en début de saison et après, je rejoins un peu ce que Pato dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'une performance comme ça par là de Gay, mais on se rend compte que les deux matchs, on va dire, les plus importants qu'on ait eu à jouer, c'est-à-dire le premier match contre le Real Madrid au Parc des Princes et ce match-là, sont des matchs où on a souvent eu. Alors, le Real, j'ai pas. Ça a rien à voir et je trouve que c'est une comparaison qui est. Ça a rien à voir, Lionel. Non, mais Dans le premier cas, ça s'explique par la distance qu'il y avait entre la défense et le milieu du Real, où vraiment c'était très facile de trouver. C'était pas des half space, c'était des full space entre les deux. Et Gay, sur ce match-là, avait apporté. Enfin, tout le monde était en extase parce qu'il avait apporté à deux occasions une vraie occasion de but, dont une avait amené un but. Je ne parle pas du jeu de ballon. La même chose hier. Je ne parle pas de ça, je crois. Ah, pardon, excuse-moi. Le jeu de ballon avec Gay, c'est-à-dire que moi j'ai toujours dit que le jeu de ballon avec Gay, il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Je dis que dans ce genre de match où il y a des moments où on va souffrir, où il faudra aller au charbon, on n'avait pas ce profil de joueur. Alors, je suis d'accord avec Pasto, c'est mieux si on n'a pas des joueurs en monoprofil, mais on n'en a pas du tout qui étaient capables, comme on a pu le voir en fin de match, où le nombre de fois où il a taclé, récupéré des ballons du bout du pied ou quoi que ce soit, on n'avait pas ce profil de joueur. Et du nombre de matchs où il court partout et parce que t'as pas de bloc et il court partout et à l'arrivée il soigne peut-être ses stats de stacle mais ça sert à rien à l'équipe quoi. Hier il n'a pas couru partout parce que hier on avait un vrai bloc. Bah oui complètement. Ouais. Moi je rejoins 100% l'analyse d'Oli sur ce duo-là. Je trouve par contre qu'il y a une enflammade un peu monstre, que ce soit dans les médias, je crois qu'ils ont eu Paredes à U7, Gay 8, ou chez les supporters, où limite c'est le milieu qu'on doit mettre, Verratti doit être sur le banc, ça y est, c'est notre milieu. Je pense pas que contre un adversaire qui aura vraiment un gros milieu, que ce milieu pourrait exister. Donc oui, ils ont fait un très bon match, mais c'est qu'un match dans un contexte donné, et faut pas s'enflammer non plus. Ouais, mais tu comprends, c'est formidable parce que Paredes, il a mis un taquet à Chan au début du match et du coup, c'est un mec qui a la grinta et il faut le mettre absolument titulaire parce que Verratti fait pas ça. Les raccourcis sont quand même très faciles et c'est vrai que je suis un peu désolé, moi. Alors, il y a une enflammation sur les deux globalement, mais qu'on m'explique que Verratti, par exemple, se mette le short par terre pour faire des tacles, il le fait pas. Si, il le fait. Que Verratti fait pas les passes que Paredes fait, bah s'il les fait. Et hier, Paredes, des bonnes passes qui cassent une ligne, il n'en a pas fait tant que ça. Donc, faut quand même un peu se détendre sur la performance et de l'un et de l'autre, qui, il faut le rappeler quand même, dans la tête de Tourelle, et Gay et Paredes sont des remplaçants. Oui, c'est Marquis, Verratti, le milieu. Exactement. Alors, pour répondre à Oli, je suis d'accord. Enfin, pour moi, Verratti, c'est notre meilleur milieu de terrain de loin. Il n'y a pas photo. Le souci, c'est que est-ce que ça ne crée pas un nouveau problème? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la charnière la meilleure charnière, ça reste Marquinhos Kimpembe par rapport aux caractéristiques de l'équipe. C'est-à-dire que, comme a dit Braias, Silva intrinsèquement meilleur que nos deux défenseurs centraux, mais il a tendance à mettre en place le bloc à sa guise et qui ne valorise pas le reste de l'équipe. Donc... Si, c'est un gros problème parce que tu peux pas mettre Marquis aux deux postes, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai pas la réponse. Et Verratti, on se rend compte qu'il peut pas, il est pas complémentaire avec Gay, il n'est pas complémentaire avec Paredes. On en reparlera dans l'après-match sur que faire maintenant et qui titulariser. Là, Oli va devoir nous quitter dans une dizaine de minutes, donc on va parler des attaquants. Donc le quatuor Sarabia, Di Maria, Neymar, Cavani. Qu'est-ce que tu en as pensé, Oli? Bah, ça n'a pas été terrible, hein. Faut dire ce qui est. Di Maria, qui est malheureusement un peu sur sa lancée de ses derniers matchs. Sarabia, pas très inspiré, pas très utile dans le jeu. Neymar, à court de forme, mais ça reste un génie. Donc, sur 2-3 actions, il peut faire la différence. La tête qu'il met, Neymar. La tête, ah ouais, non, mais c'est pas un but à la Neymar, ça. C'est un but de...
C'était pour... Giroud sur le terrain, quoi, tout à coup. Ouais, non, mais c'est. Bon, merci à Kimi d'avoir fait une faute de marquage absolument monstrueuse, mais c'est vrai que la tête est très belle. Non, mais ça n'a pas très bien marché. Puis il y a Cavani qui, à mon sens, a été aligné par Tourelle en grande partie parce qu'il fallait pouvoir compenser les fois où Neymar ne pourrait pas faire les efforts. Il fait un truc extraordinaire, d'ailleurs, Cavani. Il fait quoi d'extraordinaire? Pardon, j'ai pas bien entendu. Il fait un match défensif extraordinaire. Ah oui, bah oui, non, mais c'est ça. Il a couru 2 km de plus que tout le monde. Et ça, Icardi aurait pas pu le faire. Même si, en tant que joueur, je préfère Icardi à Cavani. Dans ce cas de figure particulier, avec un Neymar à court de forme, avoir Cavani qui pouvait faire les replis sur les transitions, moi j'ai trouvé ça extrêmement utile pour l'équilibre de l'équipe. Mais grosso modo, on peut ajouter aussi Mbappé qui n'a pas fait une bonne entrée du tout et qui a en plus pas fait les efforts défensifs, ce qui fait qu'on a quand même eu une équipe plus déséquilibrée que quand c'était Sarabia. On a plus souffert en partie à cause du fait qu'Mbappé est rentré et n'a pas fait assez d'efforts. Mais voilà, pour moi, offensivement, si on juge que l'apport offensif des offensifs, à part Neymar, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Et c'est Neymar qui, sur quelques actions, a créé les décalages qu'on a pu avoir. Il n'y a pas grand-chose à dire offensivement. C'était pas un beau match, on l'a tous vu. Ce truc qui nous rassure, c'est quand même une belle victoire, mais ça n'a pas bien attaqué, hein, on ne va pas se mentir. Lionel, tu partages cet avis? Oui, tout à fait. Après, oui, c'est vrai, je pense qu'on peut, comme tu as dit, Cavani fait défensivement un match de patron. Et j'ai vraiment aimé son attitude, c'est-à-dire qu'on a senti qu'il avait envie de faire les efforts parce qu'il sentait que ses coéquipiers n'étaient pas capables de le faire tout le temps. On a vu des fois, surtout, je ne sais pas si c'est en seconde mi-temps, quand Di Maria était vraiment en difficulté, le voir faire 40 mètres pour prendre la place de Di Maria. Quand c'était Neymar, faire 40 mètres pour prendre la place de Neymar. Je tiens à souligner ça parce que c'est vrai qu'offensivement, les 4 de devant, mis à part Neymar, qui a fait un bon match, un match correct, mais pas non plus un match exceptionnel, n'ont pas vraiment pesé. Mais après, l'essentiel, c'est qu'on a réussi à mettre ces 2 buts. Arias? Il y avait beaucoup de doutes, pas pour l'essentiel, je suis d'accord, mais il y avait beaucoup de doutes qui accompagnaient Neymar, capable de se mettre au niveau dans les matchs importants. Je trouve qu'il a apporté une réponse extraordinaire dans le sens où il était clairement pas en forme, en dépit du fait de faire les efforts. On a retrouvé un petit peu le Neymar qu'on connaît à l'entrée de Mbappé. Avant, c'était vraiment pas le Neymar qu'on connaissait, assez peu de décalage, mais le but qu'il met, c'est le mec qui va chercher en lui une solution pour mettre un but en sachant qu'il n'est pas en forme et qui du coup se retransforme ponctuellement en Olivier Giroud parce que c'est le seul moyen qu'il va avoir de mettre un but. Et ça, je trouve ça très très fort. Et j'ai vraiment envie de le mettre en avant. Après, sur le reste, il faut mettre aussi en avant le fait qu'on avait un milieu qui, mine de rien, n'arrivait pas tellement à créer de premier décalage. Et c'est pas quelque chose qui avantage beaucoup les offensifs, parce que c'est les offensifs qui sont beaucoup obligés de reculer pour créer ce premier décalage. Et du coup, quand tu as un Neymar qui recule ou un Di Maria qui recule, qui essaye de créer ce premier décalage, il n'est pas devant pour accentuer ce décalage, etc. etc. Donc c'est une prestation qui à la fois a été insatisfaisante, étonnante de la part de Neymar, mais aussi explicable, de par les formes diverses et variées, et par un milieu qui n'était pas assez participateur à la construction. Ouais, c'est pour ça que moi, je circonstancie un petit peu l'enflammade Paredes, celle sur Gaï aussi, mais en particulier c'est l'enflammade Paredes, parce que la relation Paredes-Neymar, elle a quasiment été inexistante, pardon. Paredes a quasiment jamais, sur une ouverture, mis Neymar dans les bonnes conditions face au but pour faire une attaque. C'est Neymar qui, à chaque fois, a été obligé de redescendre. Il a été horriblement précieux, d'ailleurs, quand on était pressé par Dortmund, parce que Neymar, quand il veut ressortir le ballon et jouer simple, tu peux rien faire. Il te bonifie n'importe quel ballon qu'il touche. Donc, effectivement, il y a eu un gros problème pour servir dans de bonnes conditions les attaquants. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour prendre la défense de Paredes, on l'a vu faire des belles passes à Neymar quand il avait un autre binôme au milieu. Kouassi ou Marquinhos. Ouais, moi, je vais donner un petit coup de pouce vers le haut pour Neymar et Cavani. Neymar, c'est vrai que on voit qu'il n'est pas en forme, mais à l'arrivée, je l'ai beaucoup critiqué dans le fait qu'il n'était jamais là dans les moments où on avait besoin de lui. Et puis à l'arrivée, il marque 2 des 3 buts. Et hier, il fait les efforts. Mais c'est le 3e joueur qui court le plus derrière Cavani et Gay. Et un coup de pouce à Cavani qu'on avait quasiment enterré, qui devait partir. Il aurait pu se morfondre sur le banc. Et puis il est là. Il ne fait pas un grand match loin de là, mais il est là. Il fait les efforts et il se bat
pour ce maillot jusqu'au bout, jusqu'à la fin de son contrat. Et un petit coup de pouce vers le bas, cette fois-ci pour Di Maria, qui a trouvé le moyen de prendre un jaune sur le banc qui lui fera rater le quart de finale aller. Non, mais je pense qu'à la bagarre contre Zagadou, il aurait pu gagner quand même. C'est un peu con quand même, quoi. Tu sors, tu prends le jaune. Il est 21h là du coup. Oli, tu vas devoir nous quitter. Allez, un petit dernier sujet et puis je finis. Allez, on va passer à l'après-match. Un petit dernier sujet. Tu veux parler de quoi? De la célébration avec les supporters ou de la compo maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas la réponse. Donc parler de la célébration avec les supporters, c'est une bonne note pour finir la soirée. Allez, vas-y. Bah, alors déjà, je suis pas le dernier quand ils font des débilités à critiquer le Cup et les supporters. Donc quand ils font quelque chose d'assez fabuleux, il faut quand même le souligner et bien appuyer dessus. Le fait qu'on ait à la télé pu entendre les supporters du stade à ce point-là, c'est qu'ils devaient sacrément mettre de l'ambiance à l'extérieur. À ma connaissance, en plus, il n'y a pas eu d'esclandre ni de dégradation ni quoi que ce soit. En plus de leur grosse démonstration de soutien à l'équipe. Donc 20 sur 20 aux supporters pour la soirée d'hier. J'ose espérer qu'il y en aurait pas à terme trop de malades à cause de cet virus qui va nous priver de foot. Kurzawa. Oui, non, mais enfin, les gars, et on ne découvre pas que Kurzawa, il n'est pas prix Nobel, de toute manière. Donc... Quand il y en a un pour la faire, il y est. Il a dansé avec le camp. Mais ouais, donc grand bravo aux supporters. Et puis la célébration et la communion à la fin. Certains peuvent trouver ça excessif, mais ça montre quand même malgré tout qu'il y avait un réel problème au PSG et un blocage. On a vu quand même Neymar en pleurs dans les bras de Mbappé dans les travées du parc. Ça veut dire que lui aussi, il en avait gros sur la patate. Peut-être pas sur le blocage du PSG, parce que lui, il n'est pas là depuis tout ce temps-là. Et puis, il a quand même été notre bourreau sur une des éliminations. Mais on voit que lui aussi, il avait besoin qu'on gagne. Et c'est vrai que les images, quand les joueurs spontanément, puisque Mabi, le leader du Cup, a dit que ce n'était pas les supporters qui avaient demandé ça, spontanément décident d'aller dans cette espèce de ce petit balcon là pour célébrer avec les supporters aux grandes dames du pauvre agent de sécurité qui essayait tant bien que mal de leur tenir les pieds pour pas qu'ils tombent au travers de la rambarde. Le pauvre, il a passé une sale soirée. Hop, une Neymar. Hop là, t'as Neymar, hop, une Neymar. Ouais. Non, mais c'était, voilà, l'image était belle. Il y a quand même très beau cliché là, avec Di Maria qui est torse nu sur la rambarde. C'est le profil de mon nombre de personnes sur les forums maintenant. Ouais, j'imagine. C'est une belle image, quoi. Non, donc, je pense que les liens avec les supporters ont vraiment été resserrés hier soir. C'est que symbolique, mais mine de rien, ça compte. Et le club, les joueurs se sont rendus compte que peu importe ce qui se passe, les supporters étaient derrière. Les supporters se sont rendus compte que les joueurs, quand il fallait faire un geste pour aller vers eux et les remercier de leur investissement et de leur dévouement, ils le faisaient aussi et spontanément. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et voilà, moi, j'ai beaucoup aimé cet après-match, même si on peut trouver que c'était un peu too much. Moi, je ne veux pas atténuer ça. J'ai trouvé ça très, très bien. Et sur ce, les amis, je vais vous abandonner. J'écouterai avec attention la fin du podcast pour voir si vous n'avez pas dit n'importe quoi. J'ai un petit truc que tu as dit, mais très rapidement. Ouais. Vas-y. Tu vois un jeu sans ballon, tu dis c'est bon, c'est acquis. Tu vois une belle relation avec des supporters, tu dis il s'est vraiment passé quelque chose de constructif pour l'avenir. Tu es un naïf et optimiste. C'était juste. Non, mais c'est pas mes mots. C'est pas mes mots, c'est ceux du leader du Cup. J'ai fait que reprendre qui a dit que ça avait, ça leur avait fait quelque chose aussi. Mais après, c'est pas pour ça que tous les problèmes sont arrangés. Mais c'est un pas. Après, tu peux faire un pas en avant et trois en arrière. Je sais pas si c'est pas juste un petit troll, Oli. Oui, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Allez, bon les gars, faites pas de bêtises. À la prochaine. Bonne soirée. Ciao.
Arias, à ton tour sur cette célébration avec les supporters. J'ai une chose, Oli a presque tout dit. Les images sont extraordinaires. L'image de Di Maria devant enfin, il y a un petit côté Moïse et la mer Rouge avec les fumées rouges. Enfin, t'étais un petit côté messianique dans cette image qui effectivement a été prise partout. Juste une réflexion. C'était tellement beau, justement, cette mer Rouge. À quand les fumis dans les stades? Quand est-ce qu'on va enfin trouver une solution pour être au-delà de l'interdiction complètement conne, en responsabilisant les gens? Parce que des fois, les fumis, c'est vraiment beau, ça te crée des images extraordinaires, ça participe au spectacle, ça participe même à l'histoire du football, ce qu'était le football avant, ce sur quoi on a grandi. Et quand est-ce qu'on arrêtera avec ce principe de ah non, 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 on peut pas partir du principe qu'ils sont capables d'être responsables, donc on interdit au cas où. On part du principe que les gens sont C'est presque responsables. plus intelligent quand tu parles comme ça. Ah attends, j'ai travaillé mon intelligence là-dessus. Mais on part du principe que les gens sont capables d'être responsables parce que ça donne des images extraordinaires. Et tout le monde a gagné à des images comme ça. Cette image, les images de Di Maria, enfin, elle a été reprise en France, mais elle n'a pas été reprise qu'en France. C'est une image qui est belle, c'est une image qui raconte une histoire, c'est quelque chose de beau, et c'est beau parce qu'il y a Di Maria devant, mais parce qu'il y a ce brouhaha rouge qui est de toute beauté. Et quand est-ce que les responsables prendront enfin acte et prendront la pleine mesure du fait que on peut partir du principe qu'il peut y avoir des fumis si les gens sont responsabilisés, si les gens font gaffe à ce qu'ils font, et si jamais ils font n'importe quoi, et ben à ce moment-là, punir. Mais tant qu'ils font pas n'importe quoi, c'est juste beau. Et je trouve ça complètement con, cette interdiction systémique. Lionel. Ouais, moi, je voulais juste rajouter un petit truc, c'est que beaucoup de gens ont trouvé un peu indécent la façon dont ça a été fêté. Je tiens à rappeler que c'est un peu comme tout, hein, quand une équipe monte sur un bus pour fêter une coupe qu'ils considèrent comme une coupe en bois après avoir été 17 ans sans gagner un titre. Je pense qu'on peut comprendre qu'une équipe qui, depuis 3 ans, a subi autant d'humiliations en huitième de finale puisse avoir envie de fêter son passage en quart de finale. Alors après, j'imagine que tu fais référence à la déclaration de Villas-Boas. Ah non, je parle Ah pardon, excuse-moi. l'ensemble des supporters en général qui disent ah, ce n'est qu'un quart de finale, mais quand le Paris Saint-Germain perd à Lyon et que Lyon fait un mug, ou que les Marseillais montent sur le bus impérial, font le tour de Marseille avec la ville pleine pour fêter une coupe de la Ligue ou quoi que ce soit, je pense que tout simplement, quand tu as eu pendant de longs moments des difficultés ou quoi que ce soit, un événement, tu as envie de le fêter, quel que soit l'événement. En fait, c'est pas une question c'est pas une finale, c'est pas une coupe ou quoi que ce soit. Ouais. Je vais rajouter juste une petite chose. Pour une fois que ce sont nos joueurs qui peuvent chambrer les joueurs adverses au final. C'est vrai que nous avait beaucoup trollé pendant ces 3 semaines. Ils ont parlé trop vite. Et les joueurs, en faisant la pause d'Haaland, ça change de la dernière fois qu'on avait gagné 4-0 et que tous les joueurs avaient fait le signe de la main en soirée avec le 4 de la main gauche et le 0 de la main droite. Et Barcelone avait repris évidemment au match retour pendant de longs jours. Donc pour une fois que ça ne nous retombe pas dessus et que c'est nous qui pouvons en profiter, tant mieux. Est-ce que vous pensez que la Ligue des Champions ira à son terme avec les fermetures des ligues? Est-ce que vous êtes inquiet ou vous pensez qu'ils trouveront une solution, Drayas? J'en sais rien. A priori, l'Euro sera reporté en 2021. Ouais, mais après, si ça continue... si c'est pour être organisé au mois de mai, avec des championnats qui, pour certains, auront été complètement interrompus, pour d'autres partiellement interrompus. Moi, j'ai un espoir, c'est qu'elles sont en juillet, que Silva est en fin de contrat, donc on ne peut pas être présent sur le terrain. Mais il y a un moment où l'équité sportive est importante quand même dans une compétition, donc j'ai vraiment du mal à comprendre comment est-ce qu'on pourrait l'organiser, et peut-être qu'il va falloir se faire une raison. Il y a une pandémie, c'est des choses qui arrivent. Il y a des choses plus graves que le foot. Puisque la Ligue des Champions, le problème, ce serait... L'année prochaine, qui se qualifie en Coupe d'Europe si les championnats sont arrêtés? Ça peut être un énorme problème. C'est complexe. Notamment en Italie. Notamment en Italie et même en France. Une équipe comme Marseille pourrait ne pas y être et Lyon y être, du coup. Si on prend les classements de l'année dernière. Lionel, toi, tu as une inquiétude ou pas sur... Moi, je pense que ça va être décalé. Je pense que pour l'UEFA, il y a plus d'intérêt alors, même si on le finit en juillet ou autre, je pense qu'il y a plus d'intérêt à finir la Ligue des Champions, d'organiser l'Euro dans un an, que d'arrêter la Ligue des Champions totalement, sauf si vraiment la pandémie... Mais tu es conscient que toutes les équipes n'auront pas les mêmes préparations, toutes les équipes, pour les problématiques d'effectifs dont on va se parler.
des joueurs qui sont en Même fin de contrat. je pense qu'en termes d'organisation, ce sera plus simple de reporter l'Euro d'un an, parce que comme a dit Basto, c'est les champions. Problème d'équité, quoi. Comment? Il y a des problèmes d'équité dans ce que tu proposes, il y a des problèmes Mais de d'équité toute façon, sportive. ça ne peut pas être parfait. Quoi qu'il Ouais, arrive. mais je pense que pour moi, la seule solution. Et en plus, on a un timing extraordinaire, c'est qu'on se retrouve avec une pandémie et les fermetures de frontières au moment où l'euro est organisé dans 12 pays différents. C'est-à-dire que dans un cas, alors, ou dans les deux cas, si ça s'annule, hein, c'est pas, comme tu dis, il y a des choses plus graves, mais dans un cas, l'euro, quand tu le reportes dans un an, ça ne change pas grand-chose à l'équité, même si la préparation des équipes ne sera pas la même. Non, Ligue des Champions, avec le fait d'avoir des championnats qui auront eu des rythmes différents, avec des... Oui, tu prends le cas, par exemple, imaginons qu'ils décident d'annuler les championnats, comme on a dit, et qu'ils prennent ceux qui étaient qualifiés cette année seront qualifiés pour l'année prochaine. Pour des clubs comme Marseille qui font une très bonne saison, ce n'est pas non plus équitable. Donc, je pense que c'est plus difficile à réorganiser, puisque la Ligue des Champions, quand même, se fait autour des championnats. Dire, bon, ben, il y aura un manque d'équité parce que les équipes n'ont pas la même J'en reviens à ma réponse initiale, en fait. J'en sais rien. Trop le bordel pour essayer de trouver quoi que ce soit, je trouve. Ouais. Bah, écoutez, content de pas avoir à prendre la décision. Si ces quarts ont lieu à un moment donné, ou si les matchs reprennent, et maintenant, quelle équipe Paris doit-elle aligner? Est-ce qu'il faut trouver une équipe type, s'adapter à l'adversaire? Est-ce qu'il faut réintégrer Silva? Est-ce qu'on peut se passer de Verratti dans ce milieu? Lionel, ces deux questions, quelle charnière centrale, quel milieu? Je reste alors, même si je le dis souvent que je pense que Verratti, aujourd'hui, des fois, peut être plus un problème qu'une solution. Je reste quand même persuadé que c'est notre meilleur milieu de terrain. Et hier, pendant le match, je te l'ai dit assez souvent, il a manqué. Parce que c'est quand même le joueur qui arrive vraiment à faire le lien défense-attaque. Donc, pour moi, il reste quand même, on va dire, pas indispensable, mais je pense qu'il est nécessaire d'aligner un joueur comme Verratti. Et je pense, par rapport aux caractéristiques de l'équipe, une charnière centrale, Marquinhos Kimpembe, qui peut avoir aussi pas mal de défauts, hein. Je pense que c'est la charnière centrale la plus complémentaire aujourd'hui, parce que physiquement et dans la façon de défendre, ça correspond plus aux caractéristiques du Paris Saint-Germain. Ça fait du bien d'enfin avoir un vrai capitaine. Et après, bon, ça, on va pas rentrer dans le débat, mais je trouve que pour moi, c'est la meilleure charnière. Donc, au niveau de la défense, de ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire Navas plus ses 4 défenseurs devant, je regardais la même équipe. Après, au milieu de terrain, je pense qu'il faudra intégrer Verratti. Et après, voir avec qui on le met, ça, c'est autre chose. Et devant, après, je pense que c'est au niveau des états de forme. Le seul véritable indispensable, c'est Neymar. Si Mbappé est prêt physiquement, bah, forcément, il faut le mettre titulaire. Après, il reste 2 places, que ça se joue entre Di Maria, Sarabia, Icardi et Cavani. Je pense que ça ne change pas grand-chose. Seb? Moi, s'il n'y avait pas le coronavirus, je dirais on en saurait très vite sur qui est Tourelle et quel était son rôle dans cette prestation qui, mine de rien, nous a enthousiasmés. Parce que si il n'y avait pas le coronavirus, après la Ligue 1 va peut-être continuer et que tout à coup on se retrouve avec un Thiago Silva qui devient un titulaire indiscutable, et ben ça dira tout, quoi. Il n'y aura plus rien à dire, il n'y aura plus rien à espérer. Le mec, en fait, il a juste été bon parce qu'il a chaté, parce que Silva était blessé et il n'y a rien d'autre à dire. Se priver, remettre Thiago Silva, à part bien sûr pour faire tourner, il y a un moment où tu as un joueur qui est bon, mais remettre Thiago Silva pour les matchs importants, c'est un non-sens absolu. Pas seulement par rapport à la prestation qu'ont fait Marquinhos et Kimpembe, mais ne serait-ce que par rapport aux prestations qu'a fait Thiago Silva récemment, ne serait-ce que par rapport à la tenue de l'équipe avec lui ou sans lui, le fait d'avoir un bloc, là tout à l'heure je m'étais en voir il y a peu de temps, le fait d'avoir un capitaine, c'est complètement différent quand tu as un capitaine qui va donner des ordres qui sont dans sa logique ou un capitaine qui va donner des ordres dans la logique de l'équipe, c'est complètement différent. Remettre Thiago Silva, ce sera un non-sens absolu. Pour Marco Verratti, moi aussi, je suis comme toi, Lionel. Je pense que c'est un joueur qui parfois pose des problèmes parce qu'on ne sait pas toujours où le placer, mais il est tellement 3 crans au-dessus des autres que
Après, peut-être installer une vraie rotation, c'est-à-dire donner une chance à Paredes pour de temps en temps, ne serait-ce que piquer Marco Verratti pour le mettre un petit peu en danger, pour lui donner l'impression. Mais sur le papier, il est tous les jours devant, quoi. Ah non, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Et pour l'attaque, ben, moi, j'aurais aimé que, par exemple, on fasse un petit peu tourner Icardi, Sarabia, comme tu as dit, il y a des joueurs qui sont indiscutables, ne serait-ce que par leur prestige et puis par leur performance, qu'il y en a deux. C'est Neymar et Mbappé. Et les autres, voilà, qui gagnent leur place, qu'il y ait un peu de compétition, enfin bon, qui est du coaching, quoi. Ouais, donc toi, selon l'adversaire, tu mets pas forcément les mêmes 11 à chaque fois, Ça, notamment et puis, Cavani, et puis, et Icardi, puis, et Sarabia. puis, et puis, tout simplement, tu fais jouer, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est bon, là, bah, s'il y en a un qui est un peu moins bon, bah, tu vas lui redonner sa chance dans des matchs un peu moins importants, mais si jamais il pousse, et voilà, et celui qui, au fond, arrivera le plus à convaincre, jouera les matchs importants. Enfin, faire du coaching, quoi. On Oui. n'en a pas Et fait pendant 6 du mois. coaching non subi. Il faudrait pas Ouais, que ce soit voilà, avec une absence de choix comme on n'en a pas fait pendant 6 mois. Bon, là, on se retrouve dans une situation où on en arrive presque à choisir Cavani en choix par défaut. Pourquoi? Parce que Sarabia, au fond, n'est pas aussi crédible, tout simplement parce que c'est pas un grand nom. Parce que Icardi a, soi-disant, une baisse de forme, mais on n'a pas vraiment l'occasion de le regarder. Et il y a, enfin, et on se retrouve presque par défaut à dire, ah bah Cavani, c'est la bonne solution, et cherchons pas plus loin. Bah, c'est juste de la fainéantise, et je pense qu'un coach n'est pas payé ce qu'il est payé pour être fainéant. Oui. Bah, vous voulez rajouter quelque chose ou c'est bon? Lionel? Non, moi, j'ai rien à rajouter. Ok, bah on va arrêter là pour ce podcast joyeux. Paris enfin en quart, mais quand Paris pourra-t-il rejouer? Quand sera notre prochain podcast? On ne sait pas encore. On verra où on en est avec cette pandémie. On fera un podcast spécial Covid-19. Exactement, on sera peut-être en chômage technique, donc faudra trouver on aura tous le podcast Covid. On aura tous la toux avec des pustules qui commencent à nous pousser sur le nez. Et on fera avec nos conserves autour de nous. Oui, hier on était on aura nos masques. Hier on était un petit peu inspiré. On a écrit une chanson. Ah oui. Écoutez la chanson. Paris est une équipe, Santiago Silva, c'est notre capitaine, il a le corona. Thiago Silvette, Thiago Tapette. Paris est une équipe, Santiago Silva, c'est notre capitaine, il a le corona. Thiago Silvette, Thiago Tapette. Et tous ensemble. Alors, je tiens quand même à dire que je me j'oublie mes termes. Et voilà, tu es tellement d'accord avec nous que tu en arrives on s'en va de la bouche. Je trouve que c'était une très belle fin pour ce podcast. Allez, ciao. Complètement de cela, je ne fais pas partie de ce groupe. Malgré toi, si. Allez, bonsoir, chers supporters. Salut Draya, salut Lionel. Bonsoir tout le monde. Ciao. Ciao.